Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler du sionisme et du lobby sioniste. Alors pourquoi ces deux thèmes? Parce que depuis un certain temps, un polémiste d'extrême droite, Alain Soral, nous rabat les oreilles avec le lobby sioniste qui dominerait la France et le monde. Alors Soral n'invente rien, le complot juif mondial avait déjà été théorisé dans le livre Les protocoles des sages de Sion, qui en fait était un faux forgé par la police secrète du Tsar, au début du XXe siècle. Et ce mythe du complot juif mondial a toujours évidemment existé. Alors, le sionisme, c'est une idéologie politique qui a été fondée à la fin du XIXe siècle par Theodor Herzl, en photo, et qui en fait se base sur un sentiment national juif qui prône la création d'un centre territorial ou étatique juif en terre d'Israël, qui était alors situé en Palestine ottomane. Je rappelle que l'Empire ottoman contrôlait le Proche-Orient à l'époque. Alors, ce mouvement idéologique est né en Europe centrale et en Russie, chez les Juifs ashkénazes, parce que c'est surtout dans ces régions que la persécution du peuple juif était la plus féroce, avec notamment des pogroms en Russie et en Ukraine, c'est-à-dire des massacres, et qui ont fait que les Juifs ont été séduits, certainement, par l'idée de s'exiler en Israël, c'est-à-dire en Palestine ottomane, pour échapper aux persécutions en Russie et en Europe centrale. En Europe de l'Ouest, la condition des Juifs était énormément améliorée, et malgré tout, en 1870, il a fallu attendre 1870 pour naturaliser français les Juifs d'Algérie. Il y avait un anti-judaïsme qui était encore assez puissant. Il faut que je rappelle le grand succès de la France juive d'Édouard Drummond au XIXe siècle. Alors, malgré tout, en Europe médiévale, surtout, les Juifs ont toujours été discriminés, persécutés par les chrétiens, car les catholiques considéraient que les Juifs étaient un peuple déicide, qui avait livré Jésus aux Romains, donc qui avait tué Dieu, et que au Moyen-Âge, de nombreux monarques avaient persécuté les Juifs, notamment Philippe Auguste, qui les avait fait expulser du royaume en 1182, et surtout Saint-Louis, qui mourut devant Tunis en 1270 après une énième croisade. Saint-Louis qui fut un grand persécuteur du peuple juif. Notamment, il leur fit porter la rouelle, signe distinctif pour les repérer d'un coup d'œil. La rouelle, donc, qui est l'ancêtre de l'étoile jaune inventée par les nazis. Alors, après la Première Guerre mondiale et la défaite des empires centraux, donc de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman avait été démantelé et avait été partagé entre les Anglais et les Français lors des accords Sykes-Picot de 1916. La Palestine était sous l'autorité, donc, après la Première Guerre mondiale, des Britanniques. C'était un mandat britannique. La France avait eu la Syrie et le Liban, les Anglais la Palestine, le Koweït, l'Irak et la Jordanie. Et déjà à l'époque, dans les années 20-30 en Palestine, il y a un mouvement en fait d'immigration des Juifs d'Europe centrale vers la Palestine qui provoque déjà des tensions entre les populations. Je rappelle que le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, dans les années 30 et en 1940, avait appelé à l'élimination en fait du peuple juif et s'était allié avec Hitler. Il avait même béni en fait une division SS musulmane bosniaque, la division Anchar. Ça veut dire que les tensions entre les Juifs et les Palestiniens précèdent en fait la création de l'État d'Israël en 1948. Alors évidemment, le génocide des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale a accéléré le processus de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé en 1948. Dès 1947, en fait, l'ONU avait proposé un plan de partage avec un État arabe et un État juif.
Les Arabes avaient refusé en fait ce plan de partition de la Palestine et avaient déclaré une guerre qu'ils avaient perdue. D'ailleurs, on voit en 1947 les territoires en bleu, c'est l'État juif, et les territoires en vert, l'État arabe. Et on voit qu'après la défaite militaire des Arabes en 1949, l'État arabe s'était réduit comme une peau de chagrin. 1967, guerre des 6 jours, notamment l'Égypte, la Syrie attaquent Israël, ils perdent la guerre, et Israël annexe le Sinaï, qui est une position, qui est une région égyptienne, et aussi la Cisjordanie. Et en 1973, rebelote, la guerre du Kippour, les Israéliens gagnent encore. Donc on voit bien que l'État d'Israël, en fait, a évolué géographiquement. Aujourd'hui, l'OLP, par exemple, l'autorité palestinienne qui est présidée par Mahmoud Abbas depuis 2005, réclame en fait que l'État arabe reconnaît d'ailleurs l'État juif et réclame que l'État arabe, dans le cas des deux États, revienne en fait aux frontières de 1967. Donc une superficie moins importante que le plan de l'ONU en 1947. Et le Hamas, lui, qui dans sa charte ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, a un peu évolué apparemment dans sa stratégie. Il demanderait vraiment du bout des lèvres que l'État arabe ait la superficie aussi de 1967, avant la guerre des 6 jours. Enfin, je crois que c'est pas officiel. Alors, les Juifs et le lobby sioniste en France. Alors, on peut préciser que la population juive mondiale est de 14 millions de Juifs, ce qui est dérisoire par rapport à la population mondiale, qui est de 7 milliards. Donc, ça me paraît toujours un peu ridicule de dire que les sionistes dominent le monde lorsqu'on voit l'étroitesse, en fait, de leur population. Et sur les 14 millions de Juifs, il y en a 5,7 millions qui sont aux USA, 6 en Israël et 500 000 en France. Lorsqu'on voit ces chiffres, c'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de Juifs aux USA et en Israël, on peut peut-être comprendre l'alliance indéfectible entre les deux pays. Alors en France, les Juifs sont représentés par le CRIF, qui a été créé en 1944. Bon, évidemment, la date n'est pas une coïncidence. La période de 1940 à 1944 avait été assez pénible pour les Juifs français, puisque le régime de Vichy les avait discriminés, notamment par le statut des Juifs d'octobre 1940. Et à noter aussi que les Juifs étrangers ont été, qui étaient en France, ont été livrés aux Allemands pour être exterminés à Auschwitz. En photo, vous avez Roger Kuckerman, qui est le président en fait du CRIF. Alors, ce qu'on reproche au CRIF, bon, ce n'est pas d'être un lobby pro-israélien, mais c'est plutôt de s'être aligné sur les positions dures de la droite israélienne, notamment du Likoud, qui, je le rappelle, ne reconnaît pas l'existence d'un État palestinien. Et certains reprochent au CRIF aussi d'avoir fait pression sur le gouvernement français lors du vote de la loi Guessot en 1990, qui pénalise, sanctionne les propos négationnistes, c'est-à-dire qui nie la Shoah, le génocide des Juifs par les Allemands. Alors que la loi Pleven de 1972 suffisait, puisqu'elle sanctionnait les propos racistes. Moi, j'avoue que, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la loi Guessot. On ne judiciarise pas l'histoire. C'est aux historiens, en fait, de contrer les propos négationnistes. Et cette loi Guessot a surtout permis aux historiens négationnistes et aux négationnistes à se présenter comme des martyrs. Alors, je rappelle malgré tout que s'il existe un lobby juif, ce n'est pas le seul. Parce qu'avec Soral, en fait, Soral ne parle que du lobby juif. Or, il y a plein d'autres lobbies. Il y a le lobby musulman, entre autres, qui est incarné par l'UOIF, mais il y a le lobby arménien, qui a poussé à la reconnaissance du génocide arménien, par le président Chirac en 2001. Il y a le lobby des paysans, il y a le lobby des notaires, il y a le lobby des taxis, il y a le lobby des artistes, qui a poussé à la création du statut des intermittents du spectacle.
Bref, des lobbies, il y en a des centaines. Toute corporation se mue en groupe de pression, évidemment. Hein. Il y a aussi un lobby des enseignants, hein, via les syndicats enseignants. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi Soral se focalise sur le lobby juif qui serait derrière tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Le lobby juif existe, mais comme les autres lobbies. Il existe même un lobby des associations asiatiques, par exemple, ou des Français d'outre-mer. Donc c'était juste pour préciser que, certes, le lobby juif ou sioniste existe, mais parmi d'autres lobbies. Et je ne vois pas pourquoi il serait moins légitime que les autres. Alors l'antisionisme en France a toujours été porté par une certaine gauche, l'extrême gauche, le PCF et les écolos aussi, notamment via José Bové, pour défendre les Palestiniens opprimés, regardant souvent Israël comme un pays colonial, oppresseur, mais aussi à cause de l'axe Tel Aviv-Washington, qui existe depuis la création de l'État d'Israël, et qui n'a jamais fait plaisir à l'extrême gauche et aux tiers-mondistes. Ce qui est nouveau, c'est que dernièrement, il a été repris par des mouvements d'extrême droite, notamment par Alain Soral et son site Égalité-Réconciliation. Car si l'extrême droite française a souvent été antisémite, et elle peut être encore antisémite, elle avait mis en sourdine en fait cet antisémitisme et antisionisme, à cause notamment de l'immigration maghrébine en France. Donc elle avait mis un peu en sourdine. Hein. Aujourd'hui, le mal, c'est plus le juif, mais plutôt le maghrébin. Le FN, par exemple, n'est pas spécialement antisioniste. C'est d'ailleurs pour ça que Soral, entre autres, était parti. Alors, en 2009, aux élections européennes, une liste antisioniste avait été créée, dirigée par l'humoriste Dieudonné, avec Alain Soral et avec Yahya Gouasmi, un personnage assez étrange, directeur du centre Zara, qui est un centre chiite et qui représente les chiites français. Globalement, Gouasmi est un agent de l'Iran. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et c'est lui qui avait financé la liste antisioniste. Gouasmi avait dit pendant cette campagne que derrière chaque divorce en France, il y avait un sioniste. Pour vous dire un peu le délire de ses propos. D'ailleurs, Gouasmi a disparu de la circulation. Mais cette liste antisioniste est curieuse parce que pourquoi pas non plus créer une liste anti-corse, anti-auvergnate, anti-allemande, je sais pas moi, anti-chauve. Cette liste antisioniste, en fait, je vois pas vraiment le rapport du sionisme avec la France et je vois pas l'intérêt d'importer en France un conflit étranger. Bon bref, cette liste antisioniste n'avait pas fait vraiment beaucoup de voix. Je rappelle qu'en France, quand même, toutes les formations politiques reconnaissent le principe des deux États, c'est-à-dire un État juif et un État palestinien. Ils sont sur la ligne, en fait, des propositions de l'ONU de 1947. Donc, lorsque Soral dit que la France est soumise aux sionistes, si la France était soumise au lobby sioniste, la France ne serait pas sur la position de l'ONU de 1947 des deux États, la France serait sur la position du Likoud et ne reconnaîtrait pas l'État palestinien. Ou en tout cas la possibilité d'un État palestinien. Et je rappelle qu'en 1982, sous le président Mitterrand, Yasser Arafat, l'ancien chef de l'OLP, qui est décédé en 2004, avait été exfiltré de Beyrouth, encerclé par l'armée israélienne, par les légionnaires français. Donc si la France avait été soumise au sionisme, je pense que Mitterrand aurait livré Arafat à Israël. Bon, c'est pour dire que les propos de Soral, en fait, ne se vérifient pas dans la réalité. Alors la France sioniste, bon, comme on a vu, c'est un peu du délire. Alors Soral avait filé la métaphore un peu sionisante lorsque Valls, qui avait été Premier ministre, s'était dit être éternellement lié à Israël. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, par sa femme notamment, puisque sa femme est de confession juive. Bon, Valls est peut-être judéophile, pourquoi pas, hein. Claude Chesson, qui a été le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, était lui arabophile. Roland Dumas était aussi ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, était plutôt arabophile.
Je rappelle que le général de Gaulle a toujours défendu aussi une politique arabe. Chirac, idem. Donc je ne pense pas que la France, ou en tout cas la politique française, soit soumise aux idéaux sionistes depuis de Gaulle. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure le fait que le président Mitterrand avait fait sauver Arafat des griffes de l'armée israélienne en 1982, en l'exfiltrant de Beyrouth, la capitale du Liban. Mais c'est vrai que depuis 2005, en fait, et la victoire du Hamas aux législatives, c'est vrai que les relations sont un peu plus complexes entre les Palestiniens et les Français. Je vous rappelle que le Hamas est un parti islamiste qui a gagné les élections palestiniennes, et que dans la charte du Hamas, l'État d'Israël n'est pas reconnu. Comme le Likoud, c'est-à-dire la droite israélienne dure, ne reconnaît pas l'État palestinien. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, présidée par Yasser Arafat, qui était d'obédience plutôt nationaliste et socialisante, qui a été la plus connue. D'ailleurs, Yasser Arafat est le premier président de l'autorité palestinienne. Qu'il y avait eu aussi un mouvement marxisant, le FPLP de Georges Habash, qui était chrétien palestinien, qui a lutté pendant longtemps contre Israël. Je vous rappelle que l'OLP d'Arafat n'avait pas de religion officielle. La femme d'Arafat était chrétienne. Donc on a constaté depuis les années 80 une islamisation de la résistance palestinienne via le Hamas, et au Liban via le Hezbollah. Le président Hollande, en juin 2016, avait rappelé encore les Israéliens à accepter la solution des deux États, c'est-à-dire un État juif et un État palestinien, comme le demande l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne est présidée par Mahmoud Abbas, qui est issu de l'OLP, du Fatah, et notamment de sa mouvance principale, le Fatah, qui est opposé au Hamas. C'est pour ça qu'il y a eu une mini-guerre civile un petit peu dans la bande de Gaza entre, d'un côté, les militants du Hamas, parti islamiste, et les militants de l'OLP du Fatah, plutôt laïques. L'autorité palestinienne, elle demande la reconnaissance des deux États, et notamment elle veut revenir à la superficie d'un État arabe, à la superficie de 1967. Il faut regarder les cartes que je vous ai montrées, mais sur Google vous trouvez ça. En 2011, l'autorité palestinienne a demandé d'entrer à l'ONU, mais cette demande fut bloquée au Conseil de sécurité par un veto des USA. Donc ici, c'est pas la France qui a mis un veto à la demande de l'autorité palestinienne de devenir membre à part entière de l'ONU. C'est les États-Unis. Les États-Unis ont toujours été les alliés indéfectibles d'Israël et surtout du Likoud, donc de la droite israélienne. Ça, c'est clair. Mais elle est devenue un État observateur non membre depuis 2012. Alors l'État palestinien a été reconnu par des dizaines de pays, pas par la France, mais ça ne saurait tarder. Je pense que bientôt la France va reconnaître un État palestinien. Mais c'est un peu délicat, je pense, à cause notamment de l'islamisation de l'opposition palestinienne, avec le Hamas notamment. Mais ça va venir. Je rappelle que dans la charte du Hamas, on n'accepte pas l'existence de l'État d'Israël, même si apparemment les positions ont un peu changé, mais du bout des lèvres. Et enfin, quel est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne? C'est l'Union européenne avec 280 millions d'euros par an, et la France, elle, a donné 40 millions d'euros en 2015. Donc lorsque Soral dit que les sionistes dominent la France, je pense que si c'était le cas, la France ne donnerait pas 40 millions d'euros par an pour financer les fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Encore une fois, Soral, ce que tu dis n'est pas confirmé par la réalité. Voilà, je vous remercie, à bientôt.